Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes mangas préférés. Chose promis, chose due, je reviens enfin avec la fameuse vidéo dont je vous ai parlé récemment. Concernant mes mangas coup de cœur, donc ça va se faire en deux temps. Tout d'abord, je vais vous parler de mangas que j'ai vraiment surkiffé et qui sont encore disponibles et édités. Par contre, il y en aura, je sais plus combien d'autres. Il y a 4 autres titres par contre dont je vais parler, mais qui ne sont plus édités actuellement, et que vous pouvez retrouver peut-être vis-à-vis du marché de l'occasion, mais comme vous le savez, le marché de l'occasion au niveau du manga ces dernières années a pris un truc de dingue. Maintenant vous trouvez un tome, ça coûte les yeux de la tête, ça vaut un pont d'or, enfin bref. Donc du coup je préfère prévenir, je veux pas que chez vous naisse la frustration. Je suis avant tout là pour vous présenter des titres qui peuvent vous donner envie de les découvrir, mais aussi pour parler de mes lectures à moi qui me parlent et qui me plaisent. Cette vidéo a pour but déjà de vous montrer quelles sont mes différentes lectures au niveau manga qui m'ont vraiment marqué. Malheureusement, je préfère vous prévenir dès le début qu'on vienne pas me voir après en me disant ouais mais Laurent t'as parlé de titres qu'on peut plus trouver actuellement. Ça malheureusement j'y peux rien. Le marché du manga c'est un petit peu compliqué et tant qu'il n'y a pas des super ventes, il y a des petites maisons d'édition, forcément ils vont vite faire des choix et des coupes budgétaires, donc forcément un titre qui marche pas, soit ils vont l'arrêter avant la fin, soit ils vont l'éditer une fois, puis après ce sera terminé, ils vont écouler le stock, ils le feront plus, et ça malheureusement c'est pas de mon fait. Mais avant tout moi je viens juste pour parler lecture et non pas pour vous vendre quelque chose, parce que moi personnellement je ne récupère rien derrière. Donc c'est vraiment, voilà, ça me tenait à cœur. Mais le but premier de cette vidéo, c'est surtout de vous parler des mangas, parce que comme vous le savez, en dehors des romans, au niveau graphique, les mangas, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et de vous montrer un petit peu les titres qui pourraient vous plaire, et malheureusement, certains titres que vous ne pourrez pas trouver. Donc comme d'habitude, je ne vous mens pas, je ne vais pas faire style que le gars il connaît tout par cœur. J'ai préparé mes petits papiers, parce que, voilà, pour tout vous dire à la base, cette vidéo, ça fait longtemps que je veux la faire. Au début je me suis dit je vais relire les séries de manga avant de les présenter, comme ça j'aurais été dans mon jus, je me rappellerai de tout, parce qu'il y a des séries ça fait vraiment longtemps que je les ai lues. Après je me suis dit c'est un petit peu ambitieux, donc je me suis dit je vais juste relire les tomes 1. Et en fait non, j'ai trop de trucs à lire et je peux pas me permettre de dire je fais une vidéo donc je vais relire tout ça. Non, moi ça me frustre, parce que je me dis à côté de ça je vais relire des trucs que j'ai déjà lus et il y a des choses qui m'attendent. En plus si je me mets dans le tome 1 sans lire la suite ça va me frustrer, parce que forcément c'est mes mangas préférés. J'ai dû faire aussi une espèce de sélection, parce que je ne pouvais pas tout garder. Malheureusement, il y a d'autres trucs que j'ai vraiment aimé. Peut-être que je vous referai une autre vidéo, je verrai bien. Et il y a des titres, voilà, c'est vraiment l'impression qu'ils m'ont laissé. Est-ce qu'aujourd'hui j'aurai le même élan et la même passion en lisant cette histoire? Je ne sais pas. Donc je préfère laisser le sentiment que j'en ai eu à l'époque que de salir ce souvenir-là en fait. Bref, je vais arrêter de parler. Donc comme je vous dis, la première partie, c'est les mangas qui sont encore édités actuellement et que vous pouvez trouver en librairie. Premier titre, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est édité chez Kana. C'est Assassination Classroom, une série en 21 tomes de Yuze Matsui, série que j'ai surkiffé. Pourtant on partait pas sur une hype de dingue, parce qu'avant de la découvrir en manga, je l'ai découvert en animé sur Netflix. Et c'était compliqué. La série est divisée en 3 saisons. Et la première saison, c'est vraiment, on installe le décor, on présente les personnages. Et seulement à partir de la deuxième saison, ça commence à se décanter. Il y a vraiment une histoire qui se déroule derrière. La forme de l'histoire, et il y a le fond aussi. Donc sur la forme de l'histoire, si on revient sur le résumé de départ, l'histoire commence, on nous présente un lycée qui s'appelle le lycée Kunugi-gaoka, un lycée de prestige. On demande un niveau d'excellence assez élevé à ces élèves-là. Et dès qu'on n'a plus le taux de réussite ou qu'on est en échec scolaire, ils ne cherchent pas à comprendre, le lycée vire les élèves, qui va les mettre un petit peu à l'écart. Donc vous avez le lycée qui est en bas, vous avez un petit chemin avec une espèce de petite colline, une montagne, enfin ce que vous voulez. Et vous avez des cabanons en bois, et là on va mettre les élèves qui sont en échec scolaire, et on les met à part, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça fasse de l'ombre au lycée de prestige. Du coup, ces élèves-là ont été formés par une professeure, et quand l'histoire commence, ils ont un nouveau professeur qui est vraiment atypique. C'est Koro Sensei, et ce professeur est une pieuvre. Je vais vous le montrer. Oui, donc comme vous savez, je vous ai dit que c'était mes titres favoris, donc forcément j'ai quelques petits goodies. Donc voilà Koro Sensei. Donc c'est leur prof, vous voyez, il ressemble à une espèce de poulpe, une pieuvre, enfin tout ce que vous voulez. Et il y a un marché qui va se passer entre lui et les élèves.
lui va décider de devenir professeur. Donc du coup, les élèves vont rencontrer ce prof un petit peu atypique. Ils doivent être mis dans le secret, ils doivent parler à personne de ce prof bizarre. Ce prof a détruit la moitié ou les 3/4, je crois, les 3/4 de la Lune et menace dans 1 an pile poil de détruire la Terre entière. Donc il passe un contrat avec l'espèce d'armée, vous savez, d'une agence secrète japonaise. En 10 ans, il passe un marché, il dit vous me laissez former ces élèves, les éduquer donc dans le circuit traditionnel scolaire, mais également les éduquer à être des assassins. Ils ont 1 an pour me tuer. Celui qui arrive à me tuer va me toucher une certaine somme d'argent. Et ce prof a des pouvoirs extraordinaires, il vole à Mach 20, donc il vole plus vite qu'un avion. Il se déplace à une vitesse supersonique, il n'y a qu'un certain matériau qui peut le tuer. Enfin bref, et du coup les élèves vont être formés en tant qu'assassins et aussi avoir des meilleures notes avec ce professeur-là. Donc au début ça peut paraître un petit peu bizarre. C'est le premier titre que je lis de Yusei Matsui. Je suis en train d'en lire un autre que je vous ai montré là, The Last Samurai, je crois que c'est ça le titre, je suis pas sûr. Et du coup quand on commence le titre, on se dit c'est un peu loufoque. Mais je trouve que le mangaka a toujours cette idée de faire du shonen, mais un peu de partir dans une idée un peu farfelue, mais d'en faire quelque chose de très bien. Et derrière cette histoire un peu what the fuck, hein, il y a vraiment cette idée de critiquer le système scolaire japonais de prime abord, mais également le système scolaire comme nous en France, où ça se passe pas très bien, donc on n'est pas trop perdu, même s'il y a des... C'est pas la même culture, on n'est pas trop perdu à ce niveau-là. Et du coup, tous ces élèves-là qui se retrouvent dans cette classe, quand le prof commence à leur faire cours, ils lui disent on est nul, on a été raté, on a été mis de côté, on est capable de rien, et le prof se donne comme mission de leur redonner confiance et de leur montrer qu'ils sont pas pires que les autres et pas mieux et qu'ils peuvent y arriver, que tout le monde a une valeur et tout le monde vaut quelque chose. Donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Derrière l'idée du manga, il y a aussi moi dans mon parcours scolaire où j'étais pas le meilleur, j'étais pas le plus nul, mais des fois on vous laisse un peu sur le côté et du coup il y a la confiance en soi, l'estime de soi qui disparaît, qui s'atténue. Et là en fait le prof, en dehors du fait qu'il est soi-disant méchant parce qu'il veut détruire le monde, qu'il veut former les élèves à devenir des assassins, il va aussi leur redonner confiance. Donc il va les considérer tous un par un et leur montrer qu'ils ont tous une valeur, qu'ils ont tous un talent dans un certain domaine. Et c'est vraiment la toile de fond, parce qu'il y a vraiment une histoire derrière qui va se décanter au fur et à mesure des tomes. Mais j'ai vraiment adoré. C'est vraiment... Alors ça part dans tous les sens, hein, parce que le prof est complètement allumé. Il a un petit péché mignon, c'est les grosses poitrines, mais c'est vraiment sur le ton de l'humour. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, dans les mangas, entre ça et les petites culottes, c'est récurrent quoi. C'est drôle, c'est tendre, il y a beaucoup d'émotions, parce que même si on pense de prime abord que l'histoire elle est assez légère, au final non, il y a vraiment, il veut vraiment dénoncer quelque chose de mangaka et j'ai trouvé ça génialissime. Alors si vous pouvez pas vous procurer le manga ou vous trouvez que 21 tomes c'est trop, vous avez la série qui est normalement je crois encore disponible sur Netflix et qui reprend à peu près la trame du manga, donc vous y perdrez rien. Moi j'ai vraiment adoré. Autre titre toujours chez Kana, ça s'appelle Le Sablier. C'est de Ashihara Inako, donc c'est en 10 tomes. Ici on est sur un shoujo. Alors oui, très étonnant, un shoujo. On va suivre Anne qui... ses parents viennent de divorcer et elle part avec sa mère habiter chez ses grands-parents. Et en fait, elle se retrouve dans un petit village, elle a du mal à s'y faire, jusqu'au jour où elle va rencontrer Daigo et les choses vont un petit peu changer. Et il va se passer quelque chose dans sa vie qui va changer tout le restant de son existence. Alors si de prime abord on peut penser que c'est une simple histoire d'amour, pas du tout en fait. Je trouve que le dessin déjà est un petit peu spécifique. Alors attendez, je crois que j'ai un tome là, je vais essayer de pas vous spoiler. J'ai pas sorti, je suis désolé, j'ai pas sorti les mangas encore une fois, c'est parce que franchement c'est rangé. Et des fois il faut que je les retrouve parce que vous savez des mangas j'en ai vraiment partout et les séries que j'ai déjà lues et celle-là c'est vraiment sa date. Donc elles sont au fond parce que celle-là j'avais commencé à la relire. Quand j'avais décidé, vous savez, de relire un peu les choses pour vous faire cette vidéo. Voilà, vous voyez le type de dessin, c'est celui-ci. Donc c'est un dessin assez simple. Et donc même si au début on pense qu'on va juste avoir à faire une histoire d'amour à une fille qui se découvre adolescente parce que ça va se passer sur plusieurs années et puis elle va grandir et tout. Non, il y a vraiment un trauma, je ne vous dis pas lequel, on le sait dans le premier tome. Il y a vraiment un trauma qui va rentrer dans la vie de Anne et qui va changer son existence à jamais. C'est quelque chose qu'elle va porter en elle et qui va la faire douter sur plein de choses. Alors oui, on va découvrir un premier amour, elle va rencontrer un garçon, elle va tomber amoureuse, et après il y a plein de choix qui vont se poser à elle, donc il y a l'idée aussi de devenir adulte, de faire des choix. Faut pas croire que tout est beau, tout est rose, et que des fois la vie ça peut être très compliqué. Et il y a toujours aussi ce cercle avec ce traumatisme qu'elle a connu,
qui revient sans arrêt. L'idée avec ses parents aussi, c'est assez compliqué. Elle peut rentrer en relation un petit peu conflictuelle avec eux. Elle se fait des amis, mais elle se sent un peu à part. Il y a aussi l'idée un petit peu de dépression, de maladie mentale. C'est vraiment, je trouvais que ce manga n'était pas aussi léger que peuvent l'être d'autres shoujo où c'est simplement une histoire d'amour, c'est il m'aimera, il m'aimera pas, on joue au chat et à la souris. Là, je trouve que c'était un peu plus mature, une série pas très très longue. J'étais vraiment étonné, et d'ailleurs à l'époque, pour moi les shoujo c'était vraiment un truc, alors je veux pas être péjoratif quand je dis ça, mais plus ciblé pour les jeunes filles. Et au final, quand on fouille, il y a vraiment des shoujo qui peuvent être aussi passionnants et qui sont pas juste une histoire banale d'amour, du je t'aime moi non plus. Et cette série-là m'avait beaucoup beaucoup touché. Et il y a aussi cette notion de temps qui passe, le titre Le Sablier. Et il y a l'idée de nostalgie, l'idée de souvenir, enfin c'était vraiment une très bonne série. Je suis désolé, j'en parle pas hyper bien parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, mais il y a déjà un petit moment. Et je me rappelle pas de tout et je veux pas vous spoiler non plus. Troisième manga, et non des moindres, qui est publié chez Kazé, c'est Ikigami Préavis de mort, une série en 5 tomes. Donc c'est des tomes doubles, à la base elle a été publiée en 10 tomes et ils l'ont ressorti, ils l'ont réédité dans des tomes doubles. C'est de Mase Motoro. Il existe également un film, et moi personnellement le film je vous le conseille pas parce que moi je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé très froid, j'ai pas été super hypé par ce film. Ici on est dans de la SF, on est dans de l'anticipation. Je vais reprendre le résumé parce que j'arrive pas bien à vous en parler. Donc dans ce pays, tous les enfants ils sont vaccinés à leur entrée à l'école. Mais il y a un vaccin sur 1000 qui contient une micro-capsule qui explosera entre l'âge de 18 ans et de 24 ans, causant la mort de la personne. Il y a un fonctionnaire, c'est celui qu'on va suivre principalement, qui a reçu pour mission de délivrer dans sa circonscription l'ikigami, c'est le préavis de décès annonçant qu'il reste à la personne que 24 heures pour vivre. Et du coup, vous imaginez bien que les personnes, quand on va vers elles et qu'on leur dit écoutez, sur les 1000 enfants qu'on a vaccinés, c'est vous qui allez mourir dans 24 heures. Donc profitez de vos dernières 24 heures avant d'y passer. Et en fait, on va suivre de loin plusieurs destins. Donc on va voir donc du coup l'agent qui vient à chaque fois délivrer le préavis de mort à la personne. Et ils appellent ça la loi pour la prospérité nationale. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un manga très émouvant, très poignant. Vous imaginez la portée que ça peut avoir sur une personne. On vient toquer chez vous et on vous dit dans 24 heures vous allez mourir, profitez-en bien. Et en fait, tu peux rien faire pour y échapper puisque la capsule est à l'intérieur de toi. Et dès que la capsule se déclenche, tu meurs dans l'instant et t'es plus là. Donc du coup, on va voir différents profils. Et c'était très 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 intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'à chaque fois c'est des profils atypiques. Vous allez découvrir leur famille, vous allez découvrir les choix qu'ils vont faire parce que toute leur vie ils peuvent être paralysés par la peur. Et d'un seul coup, il leur reste que 24 heures donc ils ont plus de limite en fait. C'est maintenant ou jamais. Et ça va vraiment changer leur choix de vie, leur destin. Et ouais, c'était très triste. Moi il y a des moments où j'étais vraiment très très ému. Donc je me souviens plus exactement des profils qu'il y a. Je sais qu'il y en a un, c'est un musicien. Je crois qu'il y en a un, c'est avec un enfant d'une femme politique. Enfin, je ne sais plus trop. Et on va revenir aussi petit à petit sur l'agent. Au début, il a un petit peu effacé et petit à petit dans le manga, il va prendre un peu plus de place. Mais c'était vraiment une série SF vraiment sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé et la portée émotionnelle était vraiment géniale quoi. Autre série ici chez Kiyun, c'est Last Hero Inuyashiki. C'est de Oku Hiroya, c'est l'auteur de Gantz, donc c'est une série en 10 tomes, avec un dessin, mais les gars, un dessin vous n'êtes pas prêts, d'une beauté, d'une précision, d'une minutie, mais absolument sublime. Donc dans cette série, on va suivre Ichiro Inuyashiki qui a 58 ans, qui a eu une vie plus qu'ordinaire, il a été un employé de bureau assez minable. Sa seule amie c'est sa chienne Hanako, il n'a pas de très bon rapport avec sa femme ou ses enfants, et en plus il apprend qu'il a un cancer en phase terminale, donc franchement il n'y a rien qui va chez ce monsieur. En plus il est vieux avant l'âge, il a que 58 ans mais il en paraît beaucoup plus. Jusqu'au jour où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il va s'asseoir le long d'une colline et il commence à pleurer tout ce qu'il peut parce que sa vie est minable, quoi. Il se sent... Il a qu'une envie, c'est de mourir, quoi. Il n'y a rien qui va. Et juste à ce moment-là, il y a une lumière aveuglante qui apparaît. Et en fait, sans s'en rendre compte, Ichiro il vient d'être écrasé par un vaisseau spatial. Il y avait des extraterrestres à l'intérieur. Et il se rendu compte qu'ils ont fait une petite boulette, les extraterrestres. Donc qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de prendre Ichiro et d'en faire un cyborg. Donc ils vont réparer complètement la personne. Donc Ichiro va être complètement transformé en espèce de robot. Et là, il va être face à un autre choix, c'est qu'il va être plus fort que la moyenne. Et donc il va se transformer en cyborg surpuissant. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est plus fort que la population entière.
Et maintenant, il est libre de faire son choix. Soit il fait le bien, soit il fait le mal. Et il y a une petite particularité dont je ne vous dirai pas, et ça va être un petit peu la notion qui va être développée quand vous avez eu une vie qui était pas très bien comme la sienne. Vous savez, il n'a pas eu une vie top. Il pourrait, en récupérant des sortes de super pouvoirs, devenir quelqu'un de méchant, contrôler la Terre entière. Mais il peut aussi en faire autre chose. Donc il y a vraiment cette notion manichéenne de bien et de mal, mais qui va être approfondie. Il y a vraiment beaucoup, encore une fois, d'émotions. Vous savez que moi, dans une lecture, pour que je vive, il faut qu'il y ait de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Les dessins sont d'une beauté. Il y a même limite certains... Alors moi, je l'ai commencé en cours de route, je sais plus si c'était au tome 5 ou au tome 6, quand on me l'a conseillé, il y a quelques années maintenant. Je m'en rappelle plus. Et en fait, on attendait les tomes à chaque fois, et souvent les tomes se lisaient très vite parce qu'il y a beaucoup de dessins. Pas souvent de dialogues de dingue, mais il n'y a pas forcément des dialogues de partout. Mais c'était une série... Mais là, c'était vraiment hyper intéressant et très émouvant. Mais je me hype en fait en vous racontant tout ça, j'ai envie de les relire. Mais j'ai vraiment aimé, même le travail sur les jaquettes est sublime. Franchement, bah, vous voyez la jaquette là, mais en fait, je l'aurais eu en vrai, j'aurais pu vous la montrer, souvent elle brille. Mais c'est. Puis je peux pas vous montrer toutes les jaquettes, puisqu'il y en a qui vont spoiler. Mais franchement, une super série. Et je vous la conseille de ouf, c'était génial. Une autre série que je vous conseille qui est plutôt courte, qui est en 3 tomes, qui est chez Kana, c'est Nuisible. Donc au dessin nous avons Satomi Yu et au scénario nous avons Okazono Masaya. Donc dans cette histoire on va suivre Ryoichi qui est un jeune lycéen qui fait des cauchemars où il voit une superbe jeune fille qui se transforme en espèce de monstre cannibale carnivore. Jusqu'au jour où il y a une fille qui arrive, une nouvelle élève dans son lycée qui s'appelle Kikuko. Et là, Ryoichi, il est un peu surpris parce qu'il dit merde, c'est la fille de mes rêves en fait. Et à partir du moment où elle va arriver, il va se passer plein de trucs bizarres dans la ville. Il va y avoir une canicule, il y a les insectes qui vont se mettre à attaquer les animaux, et il y a des meurtres mystérieux qui apparaissent au coin de la ville. Et à côté de ça, on va suivre le professeur Kutsumi, qui est entomologiste, qui est appelé par la police pour les aider à enquêter, pour essayer de résoudre ces crimes. Donc voilà, le point de départ de cette série qui est vraiment atypique. Pour le coup, je pense que celle-là, on l'a vu quand même apparaître quelques fois, mais j'ai trouvé que l'ambiance qui était rendue était super. Je trouvais qu'on était dans une ambiance un petit peu, vous savez, un petit peu, c'est pas un comparatif sur l'histoire en soi, c'est vraiment dans l'ambiance. Vraiment dans ces films d'horreur japonais à la The Ring, à la The Grudge, la fille, elle dégage quelque chose qui est assez malsain, assez malaisant. Il faudra que je la relise, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Mais je crois que c'est la fin où j'étais un petit peu plus mitigé, mais ça reste quand même une série que j'ai trouvé fantastique en 3 tomes. Il y a une ambiance mais pesante, lourdingue qui se pèse sur le truc avec un côté angoissant, très mystérieux. Le rapport et la relation entre la fille et le gosse sont assez bizarres. Et en même temps, il y a quelque chose de très intelligent derrière. Voilà, j'ai beaucoup ces petites séries qui sont actuellement encore disponibles si vous voulez les découvrir. Maintenant, on va passer aux séries qui malheureusement ne sont plus éditées, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est des séries aussi chouchou que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de les mettre en avant parce que je sais pas si à l'époque j'étais passé sur Booktube, et du coup j'ai envie qu'on les voit quand même un petit peu. Et avec un peu de chance, peut-être que vous pourrez trouver un de ces 4 une offre intéressante et vous les procurer. Tout d'abord, c'est un one-shot. Publié chez Panini, ça s'appelle Vitamine. C'est de Suonobu Keiko. Ici, il va y avoir une thématique bien précise dans Vitamine. On va être sur de l'ijimi. L'ijimi, littéralement, ça veut dire l'intimidation. C'est-à-dire qu'on va être sur du harcèlement scolaire. Mais ça peut aussi, un mot qui peut définir le harcèlement au travail ou dans la vie quotidienne. Donc on va suivre Sawako, et Sawako elle a pas de chance parce que dans son lycée où elle est, les profs sont sévères avec elle, les élèves sont sournois, son petit ami il profite d'elle, et très vite elle va devenir le souffre-douleur de tout le monde sans s'en rendre compte vraiment, jusqu'au moment où il va falloir qu'elle prenne sur elle pour se dépasser et trouver la force de combattre tout ça. Donc c'est un thème difficile, je vais quand même y mettre des trigger warning parce que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Quelqu'un qui a déjà subi du harcèlement scolaire pourrait vraiment réveiller des blessures qu'il a en lui, donc c'est pas conseillé à tout le monde. D'ailleurs c'est une série, c'est un one shot à la base pardon, mais ça a été aussi une série par la suite qui s'appelait Life, je crois que c'est par la même mangaka, moi je ne l'ai pas faite, elle n'est plus éditée non plus, mais je trouve que Vitamine c'est vraiment un manga mais vraiment percutant. Quand je m'en souviens, parce que j'étais en train d'y réfléchir, quand je repense à ce manga là, je sais qu'il a été un choc pour moi, parce qu'on aborde les choses... c'est violent dedans, ça peut être pas forcément de la violence physique, mais même de la violence psychologique, la violence morale. C'est vrai que Sawako, elle va en prendre mais plein la gueule, quoi. Il n'y a pas d'autre mot.
Et jusqu'au moment où cette fille il va falloir qu'elle se relève et qu'elle affronte ses problèmes. Et elle est toute seule face contre tous et elle a rien demandé en fait. Mais c'était vraiment percutant, une lecture très choc, mais dont on a besoin de parler. Et c'est pareil, encore une fois, voilà, ici ça concernait le Japon, mais en France aussi, on connaît malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui connaissent le harcèlement. Et encore plus aujourd'hui, où c'est beaucoup plus prononcé qu'à l'époque, c'est que maintenant, en plus, le harcèlement se poursuit à la maison. Avant, t'étais harcelé à l'école et tu rentrais chez toi, t'étais tranquille. Aujourd'hui, même ça, tu l'as plus, parce que t'as ton téléphone, on va te harceler par SMS, on va te harceler sur les réseaux sociaux, on va te prendre en photo dans des situations où il faut pas, et on va les publier sur Internet. Franchement, c'est... Le harcèlement il est beaucoup plus compliqué aujourd'hui à combattre et je trouve que des titres comme ça mettent en avant des problèmes de société importants et auxquels il faut essayer de faire face et il faut montrer que c'est voilà, il faut dénoncer ce genre de choses et c'est ce qu'essaye de faire ce manga qui est ma foi assez compliqué. Alors là on passe sur le titre de Cherry on the Cake. Je vous parle bien évidemment du collectif Clamp, je pense que je vous en parle à toutes les sauces, je vous en parlerai encore je pense. Et on passe, je crois que c'est ma série, tenez j'en ai des frissons, je crois que c'est ma série préférée. J'adore Sakura Card Captor, j'adore vraiment, j'aime cette série, mais alors je crois que celle qui est au-dessus c'est Crossolic. Donc ça s'écrit XXX Olic, mais ça se prononce Crossolic. Une série en 19 tomes, qui connaît une suite en 4 tomes qui s'appelle Crossolic Ray, qui est la suite directe de la première série, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Et cette série est née en même temps qu'une autre qui s'appelle Tsubasa Reservoir Chronicle. Tsubasa Reservoir Chronicle est un manga assez spécial, dans le fait que dans cette histoire, les autrices, elles réinterprétaient certains rôles. Vous avez Shaolan et Sakura qui existaient déjà dans Sakura Card Captor, mais on remet dans une autre histoire. Et il devait visiter, donc Sakura dedans est une princesse, elle perd sa mémoire sous forme de plumes. Donc sa mémoire est représentée par des plumes qui vont se répartir dans différents univers. Et du coup, Shaolan, en compagnie de Fai et de Kurogane, doivent traverser les dimensions pour aller dans d'autres univers pour retrouver justement les plumes de Sakura et lui rendre sa mémoire. Et Shaolan, du coup, est amoureux de Sakura. Et du coup, en allant dans ces univers, en fait, ce que vont faire les personnages, donc Shaolan et Sakura ont déjà été utilisés. Et en fait, ils vont traverser les dimensions pour retrouver donc les plumes de Sakura. Et ces dimensions qu'ils vont traverser, en fait, c'est des histoires que Clamp ont déjà inventées avant. Je sais que par exemple, ils vont se retrouver à un moment dans le monde de X. À un autre moment, ils vont se retrouver dans le monde de Tokyo Babylone. Enfin, voilà. Il y avait vraiment cette idée de rendre hommage à leurs œuvres. Et en même temps qu'ils ont créé cette série, parce qu'ils doivent, comme je vous dis, les personnages doivent se rendre dans une autre dimension. Ça se fait par la sorcière des dimensions. Et qui est la sorcière des dimensions? Yuko, c'est l'héroïne de Crossolic. Donc c'était des séries un petit peu, vous savez, comme les spin-offs ou les séries qui faisaient des crossovers, les séries américaines. C'est un peu le même principe. Mais par contre, Crossolic est vraiment une série inédite. Donc à côté de ça, soit vous lisez Tsubasa Reservoir Chronicle, soit vous lisez Crossolic. Si vous lisez les deux, vous avez quelques petits clins d'œil qui vont relier les deux séries, mais c'est pas non plus, vous serez pas perdu quoi. Si vous n'en lisez qu'une sur les deux. Donc on va suivre Kimihiro Watanuki, qui est un lycéen qui a un don. Il voit les fantômes. Mais le problème, c'est que les fantômes ne le lâchent jamais. Ils sont toujours derrière lui. Bon, ils ont une forme assez spéciale hein, dans le manga. D'ailleurs, il existe un anime également. Et Watanuki, il en peut plus. Mais il en peut plus de ces fantômes qui sont sur lui sans arrêt. En plus, personne ne les voit, il n'y a que lui. Donc il passe à moitié pour un taré à chaque fois. Quand il est en train de s'engueuler avec un esprit, les gens autour ne le voient pas. Donc ils prennent pour un dingue. Jusqu'au jour où il arrive devant une maison, il pose sa main sur le mur et tous les fantômes disparaissent. Et il comprend pas ce qui se passe. Et du coup, il va rentrer dans cette maison. Et c'est là où il va rencontrer Yuko Ishihara. Yuko, elle est médium et elle a un peu une maison qu'elle appelle la maison des souhaits. Je sais plus exactement le terme. Et en fait, les gens se rendent dans sa maison quand ils ont besoin de quelque chose. Il n'y a que les gens qui ont besoin de quelque chose de précis qui peuvent voir sa maison. Sinon, on ne la voit pas. Donc du coup, là, quand Watanuki se présente chez elle, elle dit « tu devais venir me voir ». Elle fait « c'était écrit ». Elle fait « moi, je veux bien te débarrasser de tes dons, mais en échange, il faut que tu me donnes un équivalent pour me payer ». Donc elle veut pas d'argent. Elle veut vraiment un équivalent, comme là pour Watanuki, elle lui dit « bah écoute, tu vas être mon chef un peu mon maître de maison, tu vas me faire la cuisine, tu vas me faire le ménage ». Et elle fait « jusqu'au jour où j'estimerai
que tu m'as payé suffisamment pour que, en contrepartie, je te débarrasse de cette malédiction qui pèse sur toi. Et voilà comment on va commencer cette série un petit peu, je dirais pas loufoque, mais assez singulière. Vous allez voir, moi je suis amoureux de Yuko. Yuko, c'est un personnage absolument extraordinaire avec un charisme de dingue. Elle a des vêtements de ouf. Alors le trait de Clamp est assez particulier dans ce manga parce qu'ils ont des corps vraiment longilignes et assez longs et des toutes petites têtes. Moi aussi fait vite en lisant. D'ailleurs, il y a tout un travail qui est apporté aussi sur l'objet livre, sur la jaquette et tout. Je ne peux pas vous les montrer, c'est con, ils sont rangés super là, je vous mettrai une insert. Je vous mettrai de toute façon les personnages pour vous montrer un petit peu comment c'est. Et du coup, à son contact, Watanuki va découvrir le monde occulte. Parce que Yuko, c'est une personne très mystérieuse. Vous pouvez découvrir quelque chose sur elle. Il y aura toujours un mystère derrière. Elle sait énormément de choses. Elle ne se démonte jamais. Elle ne perd jamais son sang-froid. Et Watanuki, qui était venu juste pour se débarrasser de sa malédiction, va découvrir beaucoup plus à ses côtés. C'est drôle, c'est tendre, c'est mystérieux, c'est angoissant. On va découvrir aussi tout le folklore japonais autour des yokai, autour des légendes. Je trouve que c'est une série de mangas d'une richesse, avec une ambiance de dingue. Vous allez vous attacher au personnage et je vous dis, moi, Watanuki est en plus très drôle. Il y a de l'humour. Vous allez découvrir aussi Imawari et je ne sais plus l'autre personnage, j'ai oublié son nom. Et voilà, Yuko ne va pas lui mener la vie facile, mais c'est une œuvre envoûtante. Écoutez, je ne saurais pas quoi vous dire de plus, mais Yuko, c'est... Ce personnage, on n'arrive jamais à le définir, c'est ça le plus dur, c'est qu'en fait on va la découvrir au fur et à mesure des tomes, mais elle est insaisissable. Vous n'arrivez jamais à vraiment à savoir qui elle est. Déjà, elle ne vous donne jamais son nom. Parce qu'elle dit qu'à partir du moment où on donne son nom à quelqu'un, on lui donne un certain pouvoir sur nous. Parce que vous verrez au tout début du manga, bah vous le verrez non, parce qu'il n'est plus édité, mais c'est pour ceux qui connaissent, en fait, pour vous spoiler, avec des guillemets. Quand elle commence le récit, elle lui demande comment il s'appelle, son nom, son prénom, sa date de naissance. Et le gars lui répond, donc Watanuki lui répond à Yuko, et là lui fait, mais il n'y a rien qui te gêne en fait, parce qu'elle dit là, avec tout ce que tu m'as donné, elle fait, tu peux pas savoir l'emprise que je peux avoir sur toi. Et vous allez voir. Et Yuko, c'est une sorcière absolument divine qui vous ensorcelle en 2-2. C'est un manga, je peux pas... Et je vous dis, l'objet livre qu'ils ont fait, c'est chez Pika. L'objet livre était sublime, vous aviez des tranches peintes. Je comprends pas, elle avait été éditée à la base. Donc la première édition était avec des tranches peintes. Ensuite, ils l'ont réédité une deuxième fois, il n'y avait plus les tranches peintes. Mais elle avait été rééditée. Elle s'est très vite écoulée parce que c'est une série qui a bien marché. Ensuite, quelques années plus tard, il y a eu une suite qui s'appelle Crosolic Ray, qui est en 4 tomes, qui n'est pas terminée, mais les Clamp aiment bien ne pas terminer leur histoire. Donc qui est en stand-by depuis un moment. Du coup, bah, c'est pareil, la suite a été et s'est écoulée aussi au niveau des stocks, et ils ne l'ont pas réédité. Je pense que si jamais Clamp demain se décide, oh mon dieu, s'il vous plaît, faites, se décide à ressortir la suite, bah, je pense qu'ils rééditeront tout, et à ce moment-là, vous pourrez vous la procurer. C'est assez quand même spécial. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais lu de manga ou qui a vraiment... alors je ne dis pas que j'ai une culture de ouf sur le Japon, loin de là, mais j'ai quand même quelques petites notions à travers les mangas que j'ai pu lire ou même les animés. Quelqu'un qui n'a aucune notion, il ne faudrait peut-être pas qu'il parte tout de suite sur Crosolic parce que ça pourrait être compliqué. Rien qu'au niveau, vous allez voir, on va croiser des dieux, des déesses liés au folklore japonais, mais en plus c'est réinterprété par Clamp. Ils en font quelque chose d'autre, il y a quelque chose de très onirique, de très poétique dans ce qu'ils font, et du coup on peut vite être perdu. Moi je sais qu'il y a certaines légendes, je les connais parce que je les ai déjà croisées 2-3 fois dans des mangas, donc ça me semble un peu plus familier. Mais ce ne serait pas un titre à commencer. Faut pas commencer par celui-là, je pense que ce serait trop compliqué pour vous. Avant-dernier titre que j'ai adoré aussi, c'est Otogi Matsuri. C'était édité chez Doki Doki, c'est de Inoue Junya. Il est plus connu pour avoir fait ensuite une série qui a beaucoup plus cartonné, qui s'appelle la série Ptoum, une espèce de Battle Royale avec des bombes qui se passaient sur une île que je n'ai pas lu. J'ai lu que les 2-3 premiers tomes, j'ai pas la suite, mais il faudra que je refasse. Et Otogi Matsuri, c'est pareil, c'était une série absolument fantastique. Le trait du mangaka est absolument sublime. Une série assez courte, du coup 12 tomes c'est plutôt court, qui se passe à 1000 à l'heure, je me suis jamais ennuyé. L'auteur va revisiter encore une fois les yokai, l'histoire avec les légendes japonaises un peu effrayantes. Et à côté de ça, on va découvrir plusieurs personnages. Donc on est dans une petite ville qui s'appelle Miyakono, c'est une petite province où tout se passe relativement bien. Jusqu'au jour où Yosuke, sans faire exprès, il renverse une statue de divinité. Il libère la divinité et la divinité vient prendre domicile dans son bras.
Et à partir de ce moment-là, Yosuke va se découvrir des pouvoirs et qui va devoir affronter des êtres fantastiques plus méchants les uns que les autres. Alors je ne sais plus c'est lequel, mais en fait on découvre d'abord Yosuke qui est pris, qui est possédé par une entité, mais je ne sais plus c'est quel point cardinal. Et du coup, après vous allez voir, c'est mini spoil, chaque personnage va arriver de chaque... il y en aura un pour le sud, un pour le nord, un pour l'est, vous voyez. Et c'était vraiment une série vraiment géniale, donc ça reste... je sais pas si on est plus dans du seinen que du shonen, parce qu'il y a quand même des scènes un peu hardos, parce que c'est quand même un peu de l'horreur. Mais j'ai trouvé ça génial, on est dans de l'aventure, dans du fantastique. Il y a de l'émotion encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé. 12 tomes, je trouve que c'était parfait. Il y en a qui n'ont pas trop aimé la fin. Moi perso, j'ai été au taquet du début à la fin. Je l'ai déjà lu au moins 3 ou 4 fois. J'adore cette série. Les couvertures sont très jolies aussi. Bon, on est sur un travail un peu plus simple parce que c'est une petite maison d'édition. Mais il n'existe pas d'animé malheureusement. Mais j'ai adoré cette série, pareil, qui était... On revisite les yokai et compagnie. C'était vraiment super. Et pour finir, une série, alors celle-ci, elle date quand même pas mal. Donc ça s'appelle Togari, l'épée de justice, c'est édité chez Delcourt. Une série en 8 tomes, une série qui malheureusement a été avortée au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, arrivé au bout de 8 tomes, je pense que ça plaisait pas vraiment, ou dans le magazine, elle faisait pas assez de... n'était pas assez célèbre, ou elle n'était pas assez acclamée, et du coup elle a été arrêtée un peu subitement. D'ailleurs on le sent quand on arrive à la fin du manga, que c'est un peu précipité. Et par la suite, l'auteur a ressorti une suite qui s'appelle Togari Shiro, en 3 tomes, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas non plus en ma possession. Il faudrait que je la trouve. Je sais que j'ai trouvé certains tomes d'occasion qui sont un petit peu chers. C'est pas le même format, mais qui prend vraiment suite à la série de base. Il faudrait qu'un de ces quatre, je me penche dessus pour la voir. De Natsume Yoshinori. Alors là, par contre, je l'ai lu il y a très longtemps. Je m'en souviens plus trop, donc je vais vous lire le résumé, je vais pas faire style. Tobé, donc notre héros, a été un criminel durant l'époque des samouraïs, et pour cette raison, il va errer dans les enfers pendant 3 siècles. Jusqu'au jour où il y a le seigneur Emma, lui propose un marché, il lui dit « Tu quittes les enfers si tu parviens à anéantir 108 péchés en 108 jours. » Bon, pour l'aider dans sa quête, Tobé va recevoir une épée, qui a le pouvoir d'anéantir les mauvaises énergies, poussant les hommes à agir de manière malsaine. Alors on est sur un manga assez noir, et comme elle n'a pas eu le succès qu'on attendait, que les éditeurs en attendaient, vous verrez qu'en cours de... si jamais vous arrivez à tomber dessus, vous verrez qu'en cours de route, l'histoire elle change. Vous avez les premiers tomes qui sont un peu classiques, donc ça va être un peu la même mécanique, vous savez, au niveau de la narration. Et à un moment on sent que ça switch un petit peu sur autre chose, parce qu'on sent que ma formule elle marche pas. Donc on essaie de remanier l'histoire pour faire décoller les ventes. Et ça se sent. Et très vite on part sur autre chose. Mais justement en partant sur autre chose, je trouve que le mangaka a réussi à faire quelque chose de plus intéressant. Et la série qui pouvait être rébarbative et répétitive, elle devient beaucoup plus intéressante. Et à la fin on sent que ça partait encore un petit peu sur autre chose. Mais du coup ça a coupé court. Donc en quelques chapitres il vous explique la fin, quoi. Ce qui est bien c'est qu'il a réussi du coup à faire une suite pour vraiment donner une fin à son histoire. Mais j'avais beaucoup aimé, c'est un des premiers mangas que j'ai lu, donc il y a un petit moment déjà, et que j'avais... Ouais, qui a un côté, c'est pareil, je vous dirais trigger warning, je me rappelle plus du tout, hein. C'est pour ça que là j'avais vraiment le résumé, parce que c'est très vieux, c'est juste que j'avais adoré. Et même les jaquettes, vous la verrez là, la jaquette est assez spéciale, mais je sais pas, il y avait un ton dans ce manga que j'avais bien aimé. Je ne sais plus où je les avais trouvés d'ailleurs, je les ai trouvés il y a très longtemps, je ne sais plus, j'ai dû les trouver d'occasion, parce qu'en fait neuf ça se trouve plus... je sais plus où, ou peut-être dans un Nose, je ne sais plus, ce que je sais qu'il y a une période où Nose il donnait il donne rien Nose, mais il vendait des mangas pas chers. Alors je sais plus si... je peux plus vous dire. Voilà la vidéo, c'est sérieux Laurent. Bref, voilà pour les titres qui moi m'ont vraiment plu au niveau manga. N'hésitez pas à me dire si vous lisez du manga et si vous avez vraiment un titre qui vous est cher, parce qu'après j'ai oublié plein de titres. J'aurais pu arriver avec des titres un peu lambda, vous dire j'adore Sailor Moon, j'adore Dragon Ball, mais je pense que même quelqu'un qui n'est pas du tout à lire du manga connaît de nom. C'est comme One Piece. Bon, moi One Piece je suis pas fan, mais je sais qu'il y en a qui adorent. One Piece c'est hyper connu, quoi. Ou c'est comme ceux qui vont avoir cette fibre nostalgique avec Pokémon. Enfin, c'est des titres, j'ai pas vraiment... J'aurais pu vous parler aussi de la quête de Dai, mais la quête de Dai, moi j'ai vu à la télé il y a très longtemps, donc qui s'appelait Fly. Mais là je redécouvre en manga, enfin il y en a plein de titres. Mais là c'était vraiment les titres qui m'avaient vraiment secoué.
Il y a aussi Fruit Basket, mais c'est pareil, Fruit Basket a une certaine popularité, mais c'est vraiment un très bon manga aussi. Donc là, j'ai voulu essayer de vous amener vers des titres un petit peu moins connus. Et j'espère que je vous aurai pas trop hypé sur les titres qui sont plus édités, je suis désolé. J'ai essayé de faire ça du mieux que je pouvais avec les souvenirs que j'avais, mais je préfère venir avec un petit peu de souvenirs et essayer d'enrober le tout que de relire les mangas comme un acharné et au final me rendre compte que ce que j'avais aimé il y a 15 ans, j'aime plus aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées de lecture ou donnera l'idée de vous plonger dans les mangas. Moi je suis très content de l'avoir fait et sur ce, je vous dis à plus tard. Salut.